je suis allé chez ma petite fille de 6 ans. Dans une pièce sale, j'ai trouvé une fille menottée au lit, sale, blessée et silencieuse. Tremblant, j'ai appelé mon fils. Il a dit, nous n'habitons plus là. Qui est-ce? Cette nuit-là, je me suis caché à proximité. Quand quelqu'un est entré dans la maison, j'ai vu qui c'était, et j'ai figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Margaret Collins se tenait dans la cuisine de sa petite maison de la banlieue de Seattle, préparant son café du matin tout en contemplant une photographie de sa petite fille, Emma, posée sur la table. Le sourire d'Emma, 6 ans, ressemblait de manière frappante au regard doux de son défunt mari, John. Cela faisait 5 ans que John, le mari de Margaret, était décédé subitement d'une crise cardiaque. Après 40 ans de carrière comme infirmière à l'hôpital local, Margaret vivait une retraite paisible. Son fils, David, qui travaillait comme ingénieur système dans une grande entreprise informatique, était travailleur et responsable, et il faisait la fierté de Margaret. David avait divorcé de sa première femme 7 ans auparavant et élevait seul Emma depuis. Margaret comprenait les difficultés de son fils et lui avait apporté tout le soutien possible. Rendre visite à sa petite fille une fois par mois était sa plus grande joie. Emma était une enfant sociable et sautait de joie chaque fois que sa grand-mère venait la voir. Les moments qu'elles passaient ensemble à faire des biscuits, à lire des livres d'images et à jouer dans le parc étaient les plus heureux pour Margaret. Cependant, elle avait récemment remarqué que les contacts avec son fils se raréfiaient. Alors qu'ils avaient l'habitude de se parler au téléphone 2 ou 3 fois par semaine, ce n'était plus que quelques fois par mois. Bien qu'elle comprît qu'il était occupé par son travail, son instinct maternel lui disait que quelque chose avait changé. Il y a 3 mois, David lui avait annoncé qu'il avait trouvé une nouvelle compagne. Elle s'appelait Linda, une mère célibataire avec une fille de 8 ans. Margaret avait bien accueilli la nouvelle petite amie de son fils, lui souhaitant d'être heureux. Elle pensait qu'il serait bon pour son fils, qui élevait Emma seule depuis si longtemps, d'avoir une partenaire compréhensive. Cependant, depuis lors, les occasions de voir sa petite fille avaient considérablement diminué. David expliqua qu'il fallait du temps pour s'adapter au nouvel environnement et qu'il voulait construire avec soin la relation entre la fille de Linda et Emma. Margaret respecta le jugement de son fils et décida de garder ses distances pendant un certain temps. Mais même après 3 mois, la situation n'avait pas changé. Même les appels téléphoniques avec Emma étaient devenus difficiles, et elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait entendu la voix de sa petite fille. Lorsqu'elle contactait son fils, il répondait toujours par « Je suis occupé » ou peut-être la prochaine fois, et elle ne parvenait jamais à organiser de rencontres concrètes. Margaret regarda par la fenêtre, songeuse. Peut-être que sa nouvelle compagne trouve ma présence gênante? Peut-être que pour mon fils, qui envisage de se remarier, une mère trop présente est indésirable? De telles pensées lui traversaient l'esprit. Quelle vie menait Emma maintenant? S'entendait-elle bien avec sa nouvelle mère? Avait-elle peut-être oublié sa grand-mère? Ses angoisses grandissaient dans son cœur. Ayant travaillé comme infirmière pendant de nombreuses années, Margaret était douée pour déceler les changements subtils dans les expressions et les paroles des gens. Il y avait clairement quelque chose de différent dans le comportement récent de son fils. Son ton était rigide et elle avait l'impression qu'il était toujours pressé. C'était comme s'il fuyait ou cachait quelque chose. Un après-midi de week-end, Margaret prit sa décision. Elle n'avait pas vu sa petite fille depuis 3 mois. Peu importait à quel point son fils était occupé ou combien de temps il fallait pour construire des relations avec la nouvelle famille, elle avait le droit, en tant que grand-mère, de s'assurer du bien-être de sa petite fille. Margaret vérifia l'adresse de son fils. C'était une maison qu'il avait achetée il y a 2 ans, bien située, près de l'école primaire d'Emma. Elle décida de lui rendre une visite surprise le lendemain, et en imaginant le visage ravi de sa petite fille, elle sentit son cœur bondir de joie pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain après-midi, Margaret se dirigea vers la maison de son fils. Dans ses mains, elle tenait un sac en papier contenant des biscuits faits maison et une petite peluche pour sa petite fille. Le ciel d'automne de Seattle était couvert de nuages, et un vent glacial lui caressait les joues. Le quartier résidentiel où vivait son fils était calme, avec des feuilles mortes colorées éparpillées sur les pelouses. En arrivant à la maison de David, Margaret s'arrêta un instant. Quelque chose n'allait pas. Le jardin, autrefois bien entretenu, semblait à l'abandon. La pelouse avait poussé en friche et les fleurs des parterres se fanaient. Des journaux et des publicités débordaient de la boîte aux lettres. Des feuilles mortes s'étaient accumulées sur les marches du perron, et il semblait que personne n'avait nettoyé.
Margaret prit une profonde inspiration et sonna à la porte d'entrée. Elle s'attendait à entendre les pas d'Emma courant dans le couloir, comme d'habitude, mais la maison était plongée dans le silence. Elle sonna de nouveau, mais il n'y eut toujours aucune réponse. En regardant l'allée, elle ne vit pas la voiture de son fils. Il était peut-être au travail. Cependant, Linda et les enfants auraient dû être à la maison. Margaret s'approcha d'une fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Les rideaux du salon étaient à moitié fermés, mais elle pouvait voir la pièce à travers l'interstice. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux la fit froncer les sourcils. La maison de son fils, toujours si propre et ordonnée, était en désordre. Des coussins étaient jetés négligemment sur le canapé, et de la vaisselle ainsi que des bouteilles en plastique vides traînaient sur la table basse. Des jouets étaient éparpillés sur le sol, mais ce n'étaient pas ceux d'Emma. Emma avait une personnalité méticuleuse et rangeait toujours après avoir joué. Margaret le lui avait appris. Cependant, les jouets maintenant éparpillés semblaient avoir été jetés sans soin. Margaret décida de faire le tour de la maison. En s'approchant de la porte arrière, elle fut surprise, la porte était légèrement entr'ouverte. Non seulement elle n'était pas verrouillée, mais elle était complètement ouverte. Son fils était une personne prudente qui verrouillait toujours toutes les portes en sortant. Margaret hésita. Il n'était peut-être pas convenable d'entrer sans permission dans la maison de son fils. Cependant, elle s'inquiétait pour la sécurité de sa petite fille. Elle appela depuis la porte arrière, « David ? Emma ? C'est mamie. Il y a quelqu'un ? » Aucune réponse. Cependant, elle pouvait entendre de faibles bruits provenant de l'intérieur de la maison. Ce n'était pas le son d'une télévision, cela ressemblait à quelque chose qu'on traînait sur le sol. Margaret prit son courage à deux mains et entra dans la maison. La cuisine était méconnaissable. La vaisselle s'entassait dans l'évier et des restes de repas à moitié mangés traînaient sur le comptoir. Des dessins d'enfants étaient accrochés au réfrigérateur, mais ce n'étaient pas ceux d'Emma. Le nombre de personnes représentées était différent. Lorsqu'elle entra dans le salon, le désordre était encore plus flagrant. Des miettes de nourriture étaient visibles sous le canapé et il y avait des taches sur le tapis où quelque chose avait été renversé. Plusieurs grands cartons étaient empilés contre le mur, comme si quelqu'un se préparait à déménager. Margaret regarda vers les escaliers. Des bruits étouffés provenaient de l'étage. Pas des bruits de pas, mais le son de quelque chose qu'on traînait et de petits bruits occasionnels et intermittents. Peut-être qu'Emma jouait à l'étage. « Emma ? C'est mamie !» appela Margaret depuis le bas des escaliers. Cependant, il n'y eut aucune réponse. Les bruits continuaient, mais elle n'entendait pas la voix enjouée d'un enfant. L'anxiété montait dans sa poitrine. Margaret posa le pied sur la première marche. Le vieil escalier en bois grinça sous son poids. Montant prudemment, marche par marche, elle observa l'étage. Le couloir était sombre et plusieurs portes de chambre étaient fermées. Les bruits semblaient provenir d'une pièce au fond. Lorsqu'elle était venue dans cette maison auparavant, la chambre d'Emma se trouvait à l'avant du couloir. Des autocollants d'alphabet étaient collés au mur et une plaque de porte faite à la main était accrochée. Mais en regardant cette porte maintenant, la plaque avait disparu. Margaret posa la main sur la porte de la chambre d'Emma. Après avoir toqué, elle ouvrit doucement. La chambre était vide. Le lit d'Emma, son coffre à jouets, son bureau, tout avait été enlevé. Toutes les photos et décorations qui avaient orné les murs avaient également été retirées, comme si personne n'avait jamais vécu là. Le cœur de Margaret battait à tout rompre. Où était Emma? Pourquoi la chambre était-elle vide? Que diable faisait son fils? Les bruits provenant de la pièce du fond se firent de nouveau entendre. Cette fois, elle les entendit clairement, le son de quelque chose traîné sur le sol et de faibles sanglots. Margaret s'avança vers le fond du couloir. La pièce d'où provenaient les bruits avait auparavant servi de bureau à son fils. Elle vit qu'une nouvelle serrure avait été installée sur la porte. Cependant, la serrure était du type que l'on pouvait verrouiller de l'extérieur, pas de l'intérieur. De ses mains tremblantes, elle tourna la poignée. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit. Elle n'était pas verrouillée. Au moment où Margaret ouvrit la porte, une odeur fétide l'assaillit. L'odeur de sueur et de saleté, et l'air stagnant caractéristique d'une pièce qui n'avait pas été aérée depuis des jours. La pièce était sombre, les rideaux hermétiquement fermés, et dans un coin, Margaret fut témoin d'une scène incroyable. Une petite silhouette était assise contre le mur. En s'approchant, elle vit qu'il s'agissait clairement d'un enfant. Cependant, la vue de cet enfant laissa Margaret sans voix. Elle pouvait voir quelque chose scintiller au poignet, un éclat métallique. Lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait de menottes,
les genoux de Margaret se mirent à trembler. Le corps de l'enfant était sale, et ses vêtements semblaient n'avoir pas été changés depuis des jours. Sur ses bras et ses jambes exposés, elle pouvait voir plusieurs ecchymoses bleus. Le plus choquant de tout était le regard de l'enfant. Des yeux vides, sans vie, remplis de peur et de désespoir, fixaient Margaret. Margaret resta figée à l'entrée de la pièce. Était-ce réel? Elle ne pouvait croire qu'elle assistait à une telle scène dans la maison de son fils. Cependant, la réalité qui s'offrait à ses yeux ne pouvait être niée. L'enfant se recroquevilla légèrement en tremblant, détournant son visage de Margaret. Cette réaction montrait douloureusement que cet enfant vivait dans la peur depuis longtemps. Dans la pénombre, la silhouette de l'enfant devint lentement plus nette. C'était une fillette d'environ 6 à 8 ans. Ce n'était pas Emma. La couleur de ses cheveux était différente, tout comme sa corpulence. La jeune fille était assise dos au mur, les genoux ramenés contre sa poitrine. Des menottes étaient bien à ses poignets, l'autre extrémité reliée à un tuyau près du mur. À la vue de cette scène, la poitrine de Margaret se serra. Même après 40 ans en tant qu'infirmière, elle n'avait jamais été témoin d'une scène aussi choquante. Les vêtements de la fillette étaient sales et déchirés, manifestement non changés depuis des jours. Sur ses bras exposés, plusieurs ecchymoses bleu-violet, anciennes et nouvelles, se côtoyaient. Son visage était émacié, ses joues creuses, des signes évidents de malnutrition. Ce qui la peinait le plus, c'étaient les yeux de l'enfant. Ils avaient perdu leur vitalité, étaient vides, comme si son âme avait été aspirée. C'étaient des yeux qui craignaient et avaient complètement perdu confiance en l'humanité. Même lorsque Margaret entra dans la pièce, la fillette ne leva pas les yeux. Margaret entra lentement dans la pièce. Le sol était sale, et des récipients en plastique étaient placés dans un coin, probablement pour les repas et les déchets. La pièce avait une fenêtre, mais elle était entièrement recouverte de rideaux épais, ne laissant filtrer aucune lumière extérieure. L'air était stagnant, n'ayant manifestement pas été renouvelé depuis longtemps. « Tout va bien, n'aie pas peur », dit Margaret de la voix la plus douce possible. « Je suis une grand-mère. Je ne te ferai pas de mal. » La fillette se recroquevilla légèrement. Elle réagit à la voix de Margaret mais ne leva pas les yeux. Cette réaction montrait douloureusement qu'elle avait probablement subi des violences de la part d'adultes pendant longtemps. Margaret s'approcha avec précaution. Son expérience d'infirmière lui avait appris comment approcher les patients traumatisés. Les mouvements brusques ou les voix fortes ne feraient qu'aggraver leur peur. Elle s'agenouilla à distance de la fillette. « Comment t'appelles-tu » demanda Margaret d'une voix à peine audible. La fillette répondit d'une petite voix tremblante, « Sophia. »« Sophia, c'est un joli nom » lui sourit Margaret. « Je m'appelle Margaret. »« Depuis combien de temps es-tu ici » Sophia secoua la tête. Elle avait peut-être perdu la notion du temps. Cette pièce n'avait ni horloge ni calendrier, et avec la fenêtre couverte par les rideaux, elle ne pouvait pas voir l'extérieur. Elle avait été placée dans un environnement où elle ne pouvait pas distinguer le jour de la nuit. Les menottes étaient en métal et solidement fabriquées, elles ne pouvaient être retirées sans clé. Les poignets de Sophia étaient éraflés et rouges, montrant qu'elle était attachée depuis longtemps. « Qui t'a mise ici » demanda Margaret, mais Sophia ne répondit pas. Elle se recroquevilla simplement un peu plus. Le cœur de Margaret était rempli de colère et de tristesse. Combien de souffrances cette petite fille avait-elle endurées? Était-elle nourrie correctement? Recevait-elle des soins médicaux? Et pourquoi cela se passait-il dans la maison de son fils? De ses mains tremblantes, elle sortit son téléphone portable. D'abord, elle devait contacter son fils pour clarifier la situation. Peut-être que quelqu'un utilisait cette maison à l'insu de David, ou peut-être y avait-il une erreur. Margaret dit à Sophia, « Attends juste un instant. Je vais t'aider tout de suite. » Sophia hocha légèrement la tête. Dans ce geste, Margaret crut voir une lueur d'espoir. Elle se leva, quitta la pièce et composa le numéro de son fils. Les quelques secondes avant que l'appel n'aboutisse lui parurent une éternité. Son cœur battait à tout rompre et ses mains tremblaient. « Allô, ici David. » La voix de son fils semblait normale, affairée. « David, c'est moi. » La voix de Margaret tremblait. « Je suis chez toi en ce moment. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. « Maman? Pourquoi es-tu à la maison? Comment as-tu eu la clé? » La porte arrière était ouverte. « David, il se passe quelque chose de terrible. Il y a une petite fille à l'étage et elle est menottée. Une enfant nommée Sophia. » Un autre silence s'ensuivit. Margaret attendit la réaction de son fils. Il serait sûrement surpris et s'expliquerait immédiatement.
Il devait y avoir un malentendu. Cependant, la réponse de David fut complètement différente de ce à quoi Margaret s'attendait. « Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je n'habite plus là. J'ai déménagé il y a 3 semaines. De qui parles-tu » Margaret resta sans voix. La voix de son fils semblait confuse, mais en même temps, elle paraissait étrangement trop calme. « Mais c'est ta maison. Je suis bien à ton adresse. Et il y a une petite fille ici qui est retenue captive. Maman, calme-toi. Je n'habite vraiment plus là. J'ai déménagé dans un nouvel appartement avec Linda. Tu as peut-être la mauvaise adresse. » Margaret était déconcertée. Cependant, elle était bien dans la maison de son fils. La boîte aux lettres portait son nom, et l'intérieur était tel qu'elle s'en souvenait. « Où est Emma? Je veux voir ma petite fille, » demanda Margaret. La voix de David devint encore plus froide. « Emma est avec sa mère. À cause de problèmes de garde, je ne peux pas la voir pour le moment. Maman, est-ce que tu vas vraiment bien? Tu ne confonds pas un peu tout? » Margaret était abasourdie. Son fils mentait-il, ou ne savait-il vraiment rien? Cependant, la réalité sous ses yeux ne pouvait être niée. Sophia était bien là et avait besoin d'aide. « David, je ne mens pas. Il y a vraiment une fille ici. Elle est menottée et dans un état terrible. Viens ici immédiatement. » Maman, je suis au travail et je ne peux pas venir tout de suite. S'il y a vraiment un problème, tu devrais appeler la police. Mais je n'habite plus là et je ne sais rien à ce sujet. L'appel se termina. Margaret fixa son smartphone, immobile. La réaction de son fils était anormale. Normalement, si une mère appelait avec une telle nouvelle, il se précipiterait immédiatement. Cependant, David parlait comme si c'était l'affaire de quelqu'un d'autre. Margaret retourna dans la chambre. Sophia était toujours assise dans la même position, la regardant. La décision de Margaret était prise. Quoi que dise son fils, elle devait aider cet enfant en face d'elle. « Sophia, ça va aller. Je vais t'aider, c'est promis, promit Margaret. » Mais que devait-elle faire? Appeler la police? Mais en considérant la possibilité que son fils soit impliqué, elle hésita. D'abord, elle devait connaître la vérité sur cette situation. Margaret prit une décision. Ce soir, elle surveillerait ce qui se passait dans cette maison. Elle devait découvrir qui s'occupait de Sophia et qui avait créé cette situation terrible. Elle donna de l'eau et des biscuits à Sophia, essayant de la mettre un peu plus à l'aise, puis elle attendit que la nuit tombe. Au crépuscule, Margaret sortit de la maison. Elle avait promis à Sophia qu'elle reviendrait et avait remis la porte de la chambre dans son état initial. Elle ne pouvait pas enlever les menottes, mais au moins, elle avait placé une bouteille d'eau et les biscuits qu'elle avait apportés à sa portée. Margaret se cacha dans l'ombre d'un grand chêne en face de la maison. C'était un endroit parfait, dans l'obscurité, hors de portée des lampadaires, d'où elle pouvait surveiller la maison de son fils. La nuit d'automne était froide, et son fin cardigan n'était pas assez chaud, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas quitter cet endroit tant qu'elle ne connaîtrait pas la vérité. Vers 19 h, une voiture s'arrêta devant la maison. C'était une berline bleue, une voiture qu'elle ne reconnaissait pas. Une femme en sortit. Elle avait des cheveux bruns mi-longs, attachés en arrière, et portait ce qui ressemblait à une tenue de travail, un tailleur. Elle regarda autour d'elle avec lassitude avant de se diriger vers l'entrée arrière de la maison. Margaret retint son souffle et observa. Elle n'avait aucune idée de qui était cette femme ni pourquoi elle entrait dans la maison de son fils. La femme ouvrit la porte arrière avec une clé, d'un geste habitué, et entra. Bientôt, des lumières s'allumèrent à la fenêtre de l'étage. Environ 30 minutes plus tard, Margaret vit une silhouette dans la lumière qui filtrait par l'interstice de la fenêtre. La femme semblait être entrée dans la chambre où se trouvait Sophia. Margaret se pencha en avant depuis l'arrière de l'arbre, essayant d'observer la maison du mieux possible. Après un moment, elle put entendre la voix de la femme. Peut-être parce que la fenêtre était légèrement ouverte, la voix portait dehors dans le silence de la nuit. « Sophia, tu as encore pleuré? Combien de fois vais-je devoir te le dire ?» La voix de la femme était froide, remplie d'irritation. Margaret frissonna. Il n'y avait aucune trace d'affection dans cette voix. C'était comme si elle avait affaire à un objet encombrant. « Voici la portion d'aujourd'hui. Ça devrait te durer 3 jours, continua la voix de la femme. Je te laisse de l'eau aussi, alors bois-la prudemment. Je ne sais pas quand je pourrai revenir. Margaret comprit que la femme donnait à Sophia un minimum de nourriture et d'eau. Cependant, la fréquence était d'une fois tous les 3 jours. Pour un enfant de 6 ans, c'était un traitement bien trop dur. La voix de la femme se fit de nouveau entendre,
cette fois comme si elle se parlait à elle-même. J'ai dit à David que je lui faisais l'école à la maison, donc personne ne se doute qu'elle ne va pas à l'école. J'ai expliqué aux voisins qu'elle souffre d'un autisme sévère et ne peut pas entrer en contact avec les gens. L'excuse parfaite. Le sang de Margaret se glaça. La femme avait menti systématiquement pour cacher l'existence de Sophia. Et cette femme avait une sorte de relation avec son fils, David. La voix de la femme continua, les appels de contrôle réguliers des services de protection de l'enfance n'ont lieu qu'une fois par mois. Il me suffit de traiter Sophia normalement pendant ces moments-là. Tout n'est que comédie. Pure comédie. Margaret était consternée. Cette femme avait même trompé les services de protection de l'enfance. Une fois par mois, elle traitait Sophia comme une enfant normale et le reste du temps, elle la gardait enfermée. Mais tout sera bientôt terminé, la voix de la femme avait une tonalité satisfaite. Une fois mon mariage avec David décidé, j'enverrai Sophia dans une institution au motif qu'elle ne peut pas s'adapter au nouvel environnement. Alors, il n'y aura plus de présence gênante dans notre nouvelle vie. Margaret couvrit sa bouche de sa main pour réprimer un cri. Cette femme était Linda, la nouvelle compagne de son fils. Et elle traitait sa propre fille, Sophia, comme une nuisance, la maltraitant et prévoyant finalement de s'en débarrasser. La voix de Linda continua, « David est trop gentil. Il dit des choses comme « je veux aussi donner de l'amour à Sophia », mais les hommes abandonnent quand ils connaissent la réalité. Si j'exagère progressivement mes rapports sur les comportements problématiques de Sophia, il finira par accepter de l'envoyer en institution. » Margaret comprit que son fils était trompé. David n'était pas informé de la situation réelle de Sophia. Linda avait fait de faux rapports à son fils, lui faisant croire que Sophia était une enfant problématique. Bon, encore un peu de patience, entendions la voix de Linda. La mère de David a appelé aujourd'hui, mais j'ai dit qu'il n'habitait plus ici, donc ça va. Il n'y aura pas de soupçon. Margaret tremblait. Elle comprenait la réaction de son fils lors de l'appel téléphonique. David avait vraiment quitté cette maison et vivait ailleurs avec Linda. Cependant, Linda continuait secrètement à utiliser cette maison et à y séquestrer Sophia, tout en mentant à son fils en lui disant que Sophia était correctement prise en charge ailleurs. On entendit des bruits de pas à l'étage, et bientôt, les lumières s'allumèrent en bas. Linda semblait être descendue. Margaret se pencha légèrement depuis l'arrière de l'arbre pour observer plus en détail l'intérieur de la maison. Par la fenêtre du salon, elle pouvait voir Linda. Elle parlait à quelqu'un sur son téléphone portable. « David, c'est moi, Linda. Tu as eu un drôle d'appel de ta mère aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Margaret réalisa que le contenu de son appel avec son fils était en train d'être discuté. Oui, elle est complètement confuse. Ce sont peut-être les premiers symptômes de la démence. À son âge, ces choses arrivent, alors ne t'inquiète pas. Le corps de Margaret trembla de colère. Linda mentait à son fils en lui faisant croire que sa mère souffrait de démence. Elle amenait son fils à douter du témoignage de sa propre mère. Sophia ? Sophia va bien. Le nouveau programme de traitement donne des résultats, et elle est devenue beaucoup plus calme. Mais le médecin dit qu'il est préférable d'éviter tout contact avec des étrangers pour le moment. Linda mentait aussi à propos de Sophia. Elle rapportait à son fils que sa fille recevait un traitement et s'améliorait, alors qu'en réalité, elle continuait de la maltraiter. Quand l'appel se termina, Linda se mit à marcher dans la maison. Elle semblait chercher quelque chose. Finalement, elle sortit une grande valise et commença à faire ses bagages. Cet endroit a aussi atteint ses limites, se dit Linda à elle-même. La mère de David a commencé à fouiner. Il faut que je la déplace ailleurs. Margaret fut saisie de terreur. Linda prévoyait de déplacer Sophia vers un autre lieu. Si cela se produisait, il pourrait devenir impossible de la retrouver. Linda remonta à l'étage. Cette fois, il y eut des bruits forts. Elle semblait transporter des bagages et on pouvait l'entendre parler à Sophia. Demain, nous déménageons dans un autre endroit. Un endroit plus calme. Et bientôt, tu iras dans une institution. Alors, David et moi serons enfin libres. Margaret ne pouvait plus le supporter. Elle ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. La vie de Sophia était en danger. De ses mains tremblantes, elle sortit son téléphone portable et composa le 911. 911, quel service d'urgence demandez-vous? La police, s'il vous plaît. Il y a un cas de maltraitance d'enfants en cours. Margaret parla d'une voix aussi basse que possible. L'adresse? Margaret donna l'adresse de la maison de son fils et expliqua brièvement la situation. L'opérateur répondit calmement et promit d'envoyer une voiture de patrouille immédiatement.
15 minutes plus tard, le son des sirènes se fit entendre au loin. Linda semblait paniquer à l'intérieur de la maison et on pouvait entendre des mouvements frénétiques. Mais il était trop tard. La voiture de patrouille arriva et des policiers encerclèrent la maison. Margaret sortit de derrière l'arbre et interpella les officiers. « C'est moi qui ai appelé. Il y a un enfant séquestré à l'étage. » Cette nuit-là, Linda fut arrêtée pour maltraitance d'enfants et séquestration. Sophia fut transportée à l'hôpital par ambulance et reçut des soins médicaux appropriés. Margaret fit un témoignage détaillé au poste de police, révélant toute l'étendue des abus systématiques qui duraient depuis 3 ans. La vérité était plus horrible qu'imaginée. Cependant, Sophia était sauvée. C'était le seul salut. 6 mois s'étaient écoulés depuis. Le printemps de Seattle était orné de cerisiers en fleurs, et une nouvelle vie germait dans le petit jardin de Margaret. Elle était assise sur le banc du jardin, relisant une lettre. C'était un rapport d'étape des parents d'accueil de Sophia. L'enquête policière avait révélé toute l'étendue des crimes de Linda. Après son divorce d'avec son ex-mari, elle avait obtenu la garde de Sophia, mais lorsque sa relation avec David avait commencé, elle avait commencé à traiter sa fille comme une nuisance. Cela avait commencé par des abus psychologiques, puis avait escaladé jusqu'à la violence physique. Pour faire avancer sa relation avec David, Linda n'avait cessé de dépeindre Sophia comme une enfant à problème. Utilisant la gentillesse de son fils, elle l'avait persuadé à plusieurs reprises que Sophia avait besoin de soins spécialisés et qu'une institution serait préférable pour elle. David avait été trompé. Le plus choquant était la durée de la séquestration. Sophia avait été enfermée dans cette chambre pendant 3 ans. On lui donnait à manger une fois par jour, parfois seulement une fois tous les 2 jours. Elle n'était autorisée à utiliser les toilettes qu'à des heures fixes, et même sa dignité humaine la plus élémentaire lui avait été enlevée. La tromperie des services de protection de l'enfance était également systématique. Lors des contrôles téléphoniques mensuels, Linda libérait temporairement Sophia et jouait une relation parent-enfant normale. Sa performance était parfaite, et l'assistante sociale n'avait pu déceler aucun signe de maltraitance. Au procès, le témoignage de Margaret devint une preuve décisive. L'enregistrement qu'elle avait fait du monologue de Linda et le rapport médical détaillé prouvèrent 3 ans d'abus. Linda fut accusée de multiples crimes, dont la maltraitance d'enfants, la séquestration et le faux témoignage au service de protection de l'enfance, et reçut une peine de 15 ans de prison. David ne fut pas directement impliqué dans les abus mais reçut une peine avec sursis pour négligence, pour ne pas avoir prêté une attention suffisante. La garde d'Emma fut également temporairement restreinte, et actuellement, seules des visites supervisées sont autorisées. Le plus important était le rétablissement de Sophia. Lorsqu'elle fut secourue, elle souffrait de malnutrition sévère et d'un syndrome de stress post-traumatique. Cependant, avec un traitement spécialisé et les soins affectueux de sa famille d'accueil, elle montrait progressivement des signes de rétablissement. Les parents d'accueil, les Johnson, étaient un couple expérimenté, spécialisé dans la prise en charge des enfants. Selon leurs lettres, Sophia n'avait parlé à personne pendant les premiers mois, mais récemment, elle avait commencé à sourire peu à peu. Elle avait également commencé à aller à l'école et à interagir avec des enfants de son âge. Sophia adore dessiner maintenant, disait la lettre. Hier, elle a dessiné un arc-en-ciel pour la première fois. C'était un arc-en-ciel coloré et magnifique. Nous sommes pleins d'espoir. Margaret essuya ses larmes. Le fait que Sophia ait dessiné un arc-en-ciel signifiait que la couleur commençait à revenir dans son cœur. Sa relation avec Emma se réparait aussi lentement. En attendant que la situation de David se stabilise, Emma passait souvent les week-ends chez Margaret. Au début, sa petite fille ne comprenait pas ce qui était arrivé à la famille, mais Margaret expliquait progressivement la vérité avec des mots adaptés à son âge. « Grand-mère, est-ce que Sophia va s'en sortir ?» avait demandé Emma la semaine dernière. « Oui, elle va sûrement guérir », avait répondu Margaret. « Ça prend du temps, mais avec de l'amour et de la patience, les gens peuvent toujours se relever. » À travers cette expérience, Margaret avait réfléchi profondément au sens de la famille. Les liens du sang seuls ne font pas une famille. Ce sont les sentiments de protection, d'amour et le désir du bonheur d'un enfant qui créent de véritables liens familiaux. Margaret plia soigneusement la lettre et la rangea en lieu sûr. Demain, elle devait faire du bénévolat dans une organisation locale de protection de l'enfance. Elle réfléchissait à ce qu'elle pourrait faire pour les enfants dans le besoin, en utilisant cette expérience. Un petit oiseau se percha sur le cerisier du jardin et chanta une belle mélodie. Une nouvelle saison commençait pour Sophia, pour Emma et pour Margaret elle-même.
C'était le début d'une nouvelle vie. Avec de l'amour et du courage, toute difficulté pouvait être surmontée. Margaret en était convaincue et sa conviction n'était pas vaine.